Bien. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon Brestcamp. Ouais, c'est pas facile de faire la dernière conférence. Tout le monde est un peu fatigué. Le micro à 25% de ressources, moi aussi. Et on va essayer d'y arriver. Donc voilà, dans cette intervention, dans ce Tools in Action, on va parler de qualité de code. Parce que voilà, la qualité perd toujours son chemin. On peut toujours avoir des bonnes intentions au début, et puis au bout d'un moment, des fois, pour certaines raisons, on la met un petit peu de côté. Donc c'est une intervention qu'on avait préparée avec Jérôme Marchand en fin d'année dernière, que je vais présenter seul, cette fois-ci dans un format un petit peu plus court. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir quand on fait une relecture de code? Qu'est-ce qu'on cherche à garantir? Connaissance de la base de code, j'ai entendu. Qualité de code, en effet, ouais, effectivement, tout ça. On cherche aussi à s'assurer que quand on fait une pull request ou une merge request correspondant à une user story, on veut quand même aussi s'assurer que le service numérique il rend le service dont on a besoin. Effectivement, on veut perpétuer la robustesse de la base de code, s'assurer que le code reste suffisamment maintenable avec tout un tas de bonnes pratiques derrière. Qu'on veut garder une certaine cohérence dans la base de code, dans la façon dont le code est écrit, la façon dont il est structuré, et maintenir aussi une certaine cohésion de connaissances dans l'équipe. C'est pour ça aussi qu'on se relie un peu les uns les unes les autres. Et pour maintenir cette qualité de code, est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez? Sonar, pair programming, donc des méthodologies aussi, ouais, je pense. Des linters de code. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des formateurs de code aussi, comme Prettier ou des conventions de leur idée? Ouais. Effectivement, il y a un peu toutes ces pratiques-là. Donc il y a aussi des tests automatisés qui peuvent nous aider à maintenir la qualité de code, avec un indicateur de couverture de code qui est testé. On peut aussi évaluer la durée d'exécution des tests, la consommation de ressources, effectivement, et d'autres, les outils que vous avez évoqués sur l'analyse statique de code avec des règles de formatage, avec les linters, des détections d'anti-patterns. Et sauf que ça, c'est souvent des outils qu'on va mettre en œuvre soit sur le poste de dev, mais aussi des fois sur l'intégration continue. Et l'idée, c'est de se dire si on les détournait juste avant de faire un commit. Et alors pour ça, il y a les hooks Git. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les hooks Git? Ouais. Ah oui, ok, pas mal. Okay. Et donc, quand on initialise un dépôt Git, on se retrouve avec ce dossier .git. Il y a un sous-dossier hooks qui contient plein de petits fichiers qui se terminent par sample, donc ils sont ignorés par défaut. Et il y a notamment un qui s'appelle precommit.sample. Et donc, on va s'intéresser à ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ces fichiers, ce sont des scripts qui vont être exécutés. En ayant comme current working directory, non pas le dossier hooks, mais votre dossier super projet. Donc toutes les commandes qui vont être lancées dans ce fichier precommit, il faut savoir qu'elles vont être exécutées en étant en fait dans super projet comme contexte d'exécution. Et donc, donc je crée mon dossier super projet, j'initialise mon projet comme un projet Git, je configure mon user, etc. Et dans precommit, je peux créer un petit script SH en disant echo precommit hook launched, puis là je mets le chemin de travail. Et pour simuler une erreur, je peux faire un exit 1. Exit 0 c'est bon, exit 1 c'est pas bon. Et admettons que dans mon projet, je crée un fichier test.txt, je l'ajoute dans la zone de staging, et donc là, si je fais un git status, il me dit, il y a des changements qui sont prêts à être committés. Il y a un nouveau fichier qui s'appelle test.txt. Et là, si je fais git commit avec un petit message, je vois qu'il y a un texte qui s'affiche precommit hook launched in nanana super project. Donc ça a bien appelé mon script pré-commit au moment de faire le commit.
Et si je refais un git status après, eh ben, je vois que rien n'a changé en fait. Ma commande git commit n'a pas fonctionné parce que mon script de pré-commit s'est terminé en erreur, avec un code d'erreur. Et donc, avec cette technique de hook, eh ben, on peut intercepter un certain nombre d'étapes du cycle de vie Git du projet. Donc, ça peut être le message de pré-commit, ça peut être au moment du push, au moment où on receive, au moment où on merge, etc. Donc, on peut, à chacune de ces actions-là, faire des vérifications. Et si les vérifications sont bonnes, eh ben, l'action Git a lieu. Et si jamais ce script tombe en erreur, eh bien, l'action Git n'a pas lieu. Alors, du coup, on se dit, bah tiens, ça c'est sympa. Du coup, on peut par ce biais-là, on pourrait peut-être du coup mettre un peu des garde-fous, lancer des linters, des formateurs, etc. de code. Et si jamais ils sont en erreur parce qu'il y a des anti-patterns qui sont détectés ou que les conventions de formatage sont pas respectées, et ben ça tombe en erreur. Et du coup, bah, cette intelligence-là de qualité de code, on pourrait se dire, ce serait bien de la versionner pour que tout le monde en bénéficie. Sauf que le dossier .git, par défaut, il n'est pas versionnable. Heureusement, d'ailleurs. Donc, il y a une autre technique qui consiste à créer un dossier que vous appelez comme vous voulez à la racine de votre projet. Et vous pouvez faire un git config core oxpath et lui indiquer le chemin de ce dossier-là. Et puis, du coup, ça fonctionne bien. Si vous faites votre git commit, et ben, la configuration git va voir que en fait, c'est dans ce dossier-là qu'il va aller chercher le pré-commit, le script à lancer. Mais du coup, il ne faut pas que les gens oublient de faire cette config sur leur poste. Sinon, en local, leur guide va aller regarder dans .git/hooks et ça ne va pas marcher. Et sinon, parce que là, on se dit, bah tiens, j'ai j'ai tout un potentiel d'émerveillement à écrire des scripts SH pour lancer mes outils. Ouais. Sauf que voilà, écrire du shell, c'est pas forcément simple. Et puis il y a peut-être des personnes qui sont sous Bash, d'autres qui sont sous PowerShell. C'est pas facile, du coup, d'avoir un système qui fonctionne pour tout le monde. Et donc, pour pallier ces problèmes-là, il y a un outil qui s'appelle Precommit, qui va gérer un peu toute cette tambouille d'aller interagir avec le fichier, avec le dossier .git/hooks. Et donc, je vais vous présenter cet outil-là, comment il fonctionne, puis aussi une petite démo, parce que c'est un tools in action quand même. Donc Precommit, c'est un framework qui existe depuis, je ne sais pas en fait, je ne vais pas terminer cette phrase, mais qui avait plus de 10 000 étoiles sur sa base de code sur GitHub, qui est un open source MIT. Et donc il se présente comme étant un framework pour gérer et maintenir des hooks de Precommit dans plein de langages différents. Alors, c'est une bibliothèque qui est écrite en Python, mais tous les hooks que vous allez pouvoir solliciter vont traiter toute une diversité de projets. Je reviendrai là-dessus. L'avantage de cet outil, c'est qu'il a une configuration déclarative de l'outil en général, et puis chacun des outils que vous allez déclencher par la bibliothèque, donc que ce soit un linter ou un formateur de code, et ben lui aussi va avoir sa configuration déclarative, donc où il n'y a pas de bash à écrire, c'est juste l'outil qui va être lancé. C'est un outil qui repose sur Git. Je le dis une première fois, puis on y reviendra plus tard. Il faut qu'il y ait Git en fait pour que l'outil fonctionne. Et il dispose d'une API qui permet de lancer des commandes pour que en fait, on puisse lancer des hooks de formatage de code ou de linter de code sans qu'il y ait besoin de faire le git commit. On peut avoir juste envie de lancer le hook pour que ça reformate le code ou que ça vérifie qu'il n'y a pas d'anti-pattern pour qu'au moment de faire le git commit, là, ça passe tout seul et qu'on soit content. C'est un outil qui peut être lancé via une commande Docker, donc il n'y a pas besoin d'avoir Python sur votre poste. Et sa configuration est dans un fichier precommit config.yaml. On remplace le bash par du YAML, on gagne quand même un petit cran en ergonomie. Alors, precommit vient déjà avec toute une sorte de hook. Il y a la liste qui est donnée dans le lien du bas, mais j'en présente quelques-uns. Et donc, dans precommit config YAML, on va définir en fait des repos de hook
Et donc, le repo des hooks natifs de Precommit, il est à cette URL-là. La version courante, c'est la 3.3.3. Et dans mon projet, là, eh ben, je décide d'activer les hooks par leur ID. Donc, je vais avoir une vérification de tous mes fichiers YAML. Il va vérifier qu'il va supprimer tous mes caractères d'échappement qu'il y a en fin de ligne. Il va vérifier que chaque fichier texte se termine par un retour à ligne et un seul. Alors c'est mon choix, hein, c'est un choix d'équipe, c'est mon choix, mais voilà, je vous présente un peu ces différents hooks là. On peut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de fichiers, de gros fichiers qui partent dans le système de versionnement. Donc ça peut être quand il y a des notebooks Jupyter qui traînent dans le projet ou ce genre de choses là, ou des images. Donc vous pouvez définir la taille max pour faire le seuil d'alerte. On peut choisir aussi d'utiliser de gérer les simples quotes, les doubles quotes. Pour certains langages, ils sont interchangeables, mais on a envie de mettre des règles pour homogénéiser ça. Il y a moyen de faire ça avec ça. Alors, quelques commandes de l'API de Precommit. Donc Precommit install, il va faire la manip de configurer Git pour que dans .git/hooks, ça appelle la bibliothèque Precommit. Et ensuite, c'est Precommit qui va prendre le relais avec ce fichier-là. Et on va voir après comment ce fichier-là, on peut l'augmenter pour déclarer des hooks tiers, pas seulement ceux de Precommit. Pour lancer tous les hooks sur tous les fichiers, on a Precommit run. Donc là, il va prendre son fichier, il va lancer tous les hooks les uns après les autres. Et puis, donc, on va voir les sorties des différents hooks de Precommit qu'on a déclarés. Si on veut en appeler qu'un seul, c'est Precommit run le nom du hook. Et puis voilà. Et on peut mettre à jour la bibliothèque avec Precommit auto-update. Alors, je vais faire une démonstration sur un projet Python, parce que c'est la techno que j'utilise au quotidien, mais voilà, j'aurai l'occasion de le redire, ça marche sur des projets Java, PHP, Go, Ruby, plein de langages de la JVM aussi. Voilà. Alors, comme en Python, dans les fichiers, on va pouvoir importer des bibliothèques tierces, et donc ces imports, on peut les mettre un peu partout dans le fichier, mais ce hook-là, lui, il va rassembler tous les imports en en-tête de fichier, et puis faire un tri entre les différentes sections, entre les hooks, les imports de la bibliothèque standard de Python, les bibliothèques tierces, les dépendances du projet, les modules à nous et les modules en import relatif, etc. Et éventuellement, on peut rajouter d'autres sections en plus. Et donc, voilà, ça va me formater tous mes imports. Formatage de code. Donc, alors, oui, ce que je voulais dire, pardon. Donc, il y a à chaque fois deux étapes. C'est renseigner, déclarer dans Precommit les hooks qu'on veut utiliser. Et après, on va avoir des sections. Donc là, en l'occurrence, iSort, il peut être configuré dans le descripteur du projet Python, le pyproject.toml. Il va avoir sa section. Et donc, à chaque fois, on va retrouver un peu ces deux modifications à faire. La déclaration du hook dans Precommit config YAML et la configuration du hook précis, qui va être soit dans son projet, dans son fichier à lui, soit dans le pyproject.toml. Formatage de code, pareil. Donc, dans mon fichier Precommit config YAML, je déclare ce formateur-là. Il en existe d'autres. Et ensuite, je configure mon formateur pour... voilà, là, en l'occurrence, c'est une configuration qui permet d'avoir les parenthèses, accolades, crochet ouvrant, ensuite retour à la ligne, indentation et la fermeture en fin de ligne. Voilà, c'est un choix de formatage. Après, il existe d'autres formateurs de code Python comme Black qui vont fonctionner avec le même jeu de configuration. Un exemple avec un linter, donc pareil, dans mon Precommit config YAML, je déclare l'utilisation de Ruf, qui est un linter implémenté en Rust. Et pareil, configuration du linter dans pyproject.toml en disant, voilà, j'ai différentes catégories de vérification que mon linter peut faire. Je peux lui demander de ne pas faire un fixe automatique. Et puis voilà, on peut configurer en désactivant des règles par fichier, etc. Des choses classiques dans la configuration d'un linter. Donc là, c'est la phase de démo. Hop. Zoomer un peu. Vous voyez comme ça?
Ouais, ça va? Okay. Alors, donc j'ai une base de code qui est là, que je ne présente pas trop, c'est pas le but du jeu. Il y a un main qui est le point d'entrée dans lequel se retrouve un peu l'essentiel de mon code. Voilà, le script va rechercher dans un fichier texte des jetés de sorts dans des textes de Harry Potter. Voilà. Je ne vais pas faire les démos de l'outil, mais plutôt de vous montrer comment marche pré-commit. Et donc, je retrouve à la racine là, mon pré-commit config YAML. Et donc, j'ai les hooks natifs de pré-commit, j'ai iSort, j'ai mon formateur de code et j'ai mon linter qui est là. Et dans PyProject TOML, je vais retrouver la configuration de iSort que je vous ai montré, la configuration du formateur et la configuration du linter. Alors, et donc, je vais les activer un peu les uns après les autres pour qu'on voit un peu le genre de changement que ça peut faire. Donc là, je vais juste activer les hooks natifs. Hop. Et donc, à chaque fois, je vais demander, donc comme ça marche avec Git, pré-commit, il va lancer ses hooks que sur les fichiers ou les changements qui sont dans la zone de staging. Donc, à chaque fois, je vais avoir un git add all, et puis ensuite, je vais lancer mon outil pré-commit voilà, sur toute la base de code. Donc voilà, j'ai un petit résultat, un petit rapport, donc tout s'est bien passé. Ma config YAML était bien, les whitespace étaient bien, les fichiers s'étaient bien fermés, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas de souci. Alors, j'ai pas eu de modification. Maintenant, je vais activer... Ah non, je sais pourquoi ça marchait. Parce qu'il y a une petite modif que j'aurais dû faire avant, c'est de prendre la version dégueulasse du code. Voilà. J'étais un petit peu surpris. Hop. Donc voilà, je fais mes développements. Hop. Et là, je me dis, bon, ce serait peut-être bien que je fasse tourner mes outils pour pas que je me fasse chambrer en relecture de code, parce que j'ai pas envie qu'on discute de formatage de code et tout ça, mais plutôt du métier. Alors, du coup, je relance le git add all et le run des hooks, et là je vois que j'ai plusieurs choses qui ne sont pas passées. Il y a le end of file, donc il y a des fichiers qui devaient vraisemblablement ne pas se terminer au ras du code plutôt que d'avoir une ligne vide, et j'ai eu des changements sur les lignes sur mes caractères. Donc là je vois que j'avais ma zone de staging et je vois que mes hooks ont modifié mon code. Et du coup, avec cette vue-là, je peux avoir une vue de ce qui a changé. Donc là, je vois que voilà, c'est des histoires de guillemets simples, guillemets doubles. En Python, c'est interchangeable et du coup, autant avoir des conventions, utiliser tout le temps l'un ou tout le temps l'autre. Pareil, c'est encore des guillemets. Et puis donc, tout à la fin, j'ai la ligne qui a été rajoutée. OK. Donc, ça va mieux déjà. Donc maintenant, je regarde ce que ça fait en termes sur mes imports de fichiers, et donc je vais lancer la même commande. J'ajoute tout dans la zone de staging, et puis je relance mes hooks. Ah, je vois que iSort, lui, il y a eu un fail, c'est-à-dire qu'il a eu à modifier mon code pour que ça passe. Donc là, pareil, je peux aller regarder ce qu'il a changé. Et donc ça va être plutôt en tête de fichier. Et donc, effectivement, je vois que il a trié mes imports. Donc j'ai d'abord sur 3 lignes mes imports du module standard Python, ensuite des imports du module de mon projet. Ok, très bien, ça va bien. Maintenant, formatage de code. Je relance mes commits. Donc cette fois-ci, iSort, ça a bien marché parce que ces modifs ont été pris en compte. J'ai fait un git add all avant de relancer tous mes hooks. Et par contre, le formateur, le formateur de code, lui, a fait des modifications. Et donc, je vois qu'il m'a corrigé un peu l'indentation de mon dictionnaire, de ma compréhension de dictionnaire, pardon. Voilà, il y a eu d'autres modifications qui ont été faites, des espacements entre les fonctions qui ont été rajoutées, etc. Il a un peu standardisé l'indentation de mon code. Donc, pareil, là aussi, j'ai un appel à une fonction avec, avec trop d'arguments, donc il me les a mis les uns en dessous des autres.
Dernière étape, le linter, parce que c'est quand même ça qui va nous intéresser, voir si on n'a pas des anti-patterns dans notre code. Donc même manip. Tac. Et voilà, et donc là, j'ai le résultat de mon linter. Donc il me dit que j'ai eu un import d'un type que je n'ai pas utilisé, que j'ai mal utilisé ma syntaxe pour vérifier qu'une valeur était indéfinie. Que là j'ai une ouverture de fichier qui était mal faite parce que j'ai utilisé un pattern d'ouverture de fichier où il y a des risques que le fichier soit bien ouvert. Donc il me met ça en alerte. Il me dit que voilà en Python on fait pas du camel case mais du snake case. Et que là j'ai fait une chaîne de caractères avec des interpolations de valeurs dedans, mais qu'en fait il n'y a aucune valeur qui est rajoutée dedans. Donc voilà un peu comment fonctionne Precommit. Je ne vais pas corriger les choses, il me reste 4 minutes, mais vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et l'idée, c'est que si je fais un git commit, je peux faire ça d'ailleurs. Si là, je fais un git commit, c'est bien ajouté. Normalement, il faut un message plus explicite pour message de commit. Et donc, là, ça travaille. Et normalement, j'ai un warning. Ah non, je sais, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas fait. C'est la commande de hook là. Hop, alors. Normalement c'est ça. Tac, voilà. Donc là je demande à Precommit de s'interfacer avec Git. Je refais mon commit. Hop. Et donc là, sous le capot, Git a appelé Precommit. Et donc là, je vois qu'il y a un problème avec Git check. Et donc je peux regarder l'output. Et donc là, je vois qu'il y a un failed sur le ref. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors, la démo, c'est pas trop mal passé. Le plus gros est passé. Alors, Precommit, c'est un outil qui est polyglotte. Donc là, c'est tout un tas de hooks tiers dont vous allez peut-être retrouver un peu vos petits là-dedans. Mais donc, j'ai un peu rassemblé là des hooks liés au front, au développement mobile, au langage de la JVM, à l'intégration continue et après à plein de langages différents que je connais pas très bien. Voilà. Donc, potentiellement, il y a moyen de rajouter, d'automatiser un peu la qualité de code sur vos projets. Alors tout ça, ça nécessite un peu de méthodologie quand même, parce que les règles de formatage de code, ça peut être un sujet sensible. Il faut en parler en équipe, faire des communautés de pratique pour vous mettre d'accord sur ce qui est important pour la lisibilité du code, ce qui est indispensable, ce qui relève plus du goût, accepter les compromis dans ça, et adapter éventuellement certaines règles que moi j'ai présentées là à votre métier sur les histoires d'indentation du code. Selon le métier que vous avez, ça va avoir plus de sens, d'autres moins de sens. Donc, discuter de ces choses-là en équipe, plutôt que d'introduire l'outil, puis les autres le découvrent en retrouvant tout un code formaté de façon inattendue. Hop. Alors, en intégration continue. Alors, pourquoi se dire qu'on va mettre Precommit en intégration continue ? Eh bien, parce que on peut faire un git commit --noverify. Et là, ça zappe le hook de commit. Donc, du coup, ça a un intérêt de lancer l'outil aussi en intégration continue. Sauf que Precommit, c'est un outil qui a besoin de Git. Du coup, dans votre chaîne d'intégration continue, il va falloir installer Git si ce n'est pas le cas, aller dans le projet de la base de code, faire un git init, un git add all, et ensuite là, vous pouvez faire un poetry run. Et si ça tombe en échec, c'est que le commit qui a déclenché l'intégration continue contient du code mal formaté ou avec des anti-patterns, etc. Donc voilà, comme ça repose sur Git, il faut qu'il y ait Git. C'est pas l'outil qui va faire toute la démarche. Il se câble avec les hooks Git, donc il faut qu'il y ait Git installé sur l'intégration continue. Voilà, on peut aussi lancer Precommit via son image Docker. Je me dépêche, il me reste plus que quelques diapos. On peut faire aussi utiliser Precommit sur les projets d'infrastructure as code. Donc c'est plus le domaine métier de Jérôme. Donc je vous invite à avoir ça plus avec lui. Mais il y a plein de choses intéressantes, le check YAML, la détection de credentials AWS, ce genre de choses là qui peuvent être intéressants sur des projets d'intégration continue.
Et là, il donne un exemple justement de configuration pré-commit avec voilà, des hooks liés à Terraform, etc. Vous regarderez ça chez vous, la synthèse. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, on n'a pas à écrire du bash. On a un outil qui va câbler un peu toutes ces choses-là. On va pouvoir solliciter des outils qu'on connaît déjà pour le lint, pour le formatage de code. Et un petit point sur la méthodologie. Voilà, discuter de tout ça en équipe avant d'arriver et de mettre ça sous le capot. Ça évite des frictions. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez passé une nouvelle fois un bon WebCamp. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça donne envie à des personnes d'installer cet outil sur vos projets? Oui. Sinon, je vais répéter la question. Ouais. La commande que tu montres qui fait le all file, c'est sur tous les fichiers qui sont sortants du coup, quand tu codes, c'est sur tous les fichiers de ton repo. Alors la commande, la question c'était sur la commande qui lance la vérification. Hop, sur celle-là, là, le pre-commit run all files, donc c'est sur toute la base de code. Et en termes d'intégration continue, c'est plutôt ça qu'il faut faire, parce que du coup, il n'y a pas de staging à cet endroit-là. Donc effectivement, ça lance ça sur toute la base de code. Sur une base de code assez énorme, ça peut prendre quand même beaucoup de temps la première fois que tu la lances, ou même après à chaque fois. Alors, l'installation des outils utilisés par Precommit, donc Prettier par exemple, ce genre de choses-là, ça peut être mis en cache. Donc là, c'est voilà, faut regarder avec l'équipe DevOps comment on peut optimiser l'installation de ces outils-là. Et après, ça va être le temps d'exécution des outils. Sur un projet Python, au début, moi, j'utilisais PyLint comme linter, et en fait, il est très lent. Et depuis que Ruf est arrivé à implémenter en Rust, ben, c'est 100 fois plus rapide. Et en fait, même sur une base de code assez grosse, l'analyse de la détection d'anti-pattern, elle est de l'ordre de la demi-seconde quoi, sur une grosse base de code. Donc, c'était une cinquantaine de fichiers de code source. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, merci. Je sais pas, si. Merci. Ouais, merci pour le talk. À ta connaissance, est-ce que tu sais pourquoi c'est dans .git et donc du coup pourquoi c'est pas committable par défaut? Parce que du coup c'est super important que tout le monde le run, c'est super important que ça run en CI et du coup l'endroit naturel où je l'aurais mis, c'est pas dans un endroit qui est pas commité justement, un endroit où ça serait commité. Alors historiquement, je pense que comme c'est le cycle de vie de Git. Je suppose que c'est pour ça que les hooks sont d'abord, c'est un sous-dossier de Git, mais il y a cette commande de git config où on peut le mettre où on veut. Au final, c'est juste que ça oblige chaque personne utilisant Git à faire cette commande de dire, ah ben en fait mes hooks de pré-commit ils sont à tel endroit. Comment ? Oui. Et pareil, là, tout à l'heure, j'ai fait l'erreur de ne pas faire pré-commit install pour faire ce travail-là. Alors, quand on travaille, si on a un système de makefile, par exemple, pour gérer un peu son cycle de vie de projet, ce pré-commit install, il peut être mis dans le makefile et du coup, on est sûr au moins que c'est fait à cet endroit-là. Mais c'est une fragilité du dispositif qu'à un moment donné, faut attraper ce .git /hooks/ precommit et ouais, c'est un point de fragilité, je trouve, mais voilà. Comme c'est une fonctionnalité de Git, c'est sans doute pour ça que c'est dans ce dossier-là, mais je n'ai pas mieux comme explication. Bon, merci beaucoup pour votre attention.